Bonsoir. Que s'est-il passé à l'agence emploi jeune? Une affaire d'environ 700 millions de francs CFA octroyée à un entrepreneur défraie la chronique depuis quelques jours. Les détails dans le petit débat. Et pour la deuxième partie de notre rendez-vous, nous serons en compagnie de M. Jean-Yves Dibopieux. Il est président du mouvement, permettez l'expression, Icône, Intégrité et Conscience Nationale, ex-secrétaire général de la FESI, pour ensemble faire un tour de l'actualité socio-nationale et sociopolitique nationale. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez. Bonsoir à vous, téléspectateurs de la télé sans filtre. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie. J'aurais fait un petit... en général, en Côte d'Ivoire, pour exprimer sa joie, désormais, il y a un signe. On l'aurait fait sur un plateau autre que celui de la télé, sans filtre du live talk. Bon, alors, donc, je vous disais, on est normalement dans la semaine qui nous rapproche des vacances. Vive les vacances. Ça devait être la semaine des vacances. Mais bon. Bonsoir, Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, très très bien. Je sens que vous voulez parler de ma tenue, des motifs. Les fleurs sont à la mode en ce moment. Ah oui. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il pleut? Oui, parce qu'il pleut, ça permet aux plantes de grandir. Et puis bon, on adore les fleurs, n'est-ce pas? Vous avez acheté des fleurs récemment? Oui. À combien? Pourquoi je dirais le prix? Mais ça coûte cher quand même. Pas 700 millions en tout cas. La vie coûte cher en plus. Il a compris le truc, Élisée. Belle répartie. Élisée l'a compris. Bonsoir Élisée, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. En tout cas, super bien parce que là, je pense que le week-end s'est très bien déroulé. Ouais. Et je tenais en tout cas à saisir l'occasion pour saluer Michael Assis et son épouse Déborah. Vraiment pour... Ils se sont bien occupés de toi. Franchement. En tout cas, c'est un couple bien et je leur dis merci. Ils ont commencé par vous facturer les spots et les dédicaces. S'il vous plaît, facturer. Parce qu'on ne sait pas ce que vous prenez. Si c'est 700 millions, vous prenez ici pour remercier les donateurs. C'est bien compris. Monsieur Alain Toussaint avec nous ce soir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va? Week-end plus sobre. Hein? Oui, bien sûr. Et belle émission face à la Côte d'Ivoire. Merci Edith. Et justement... Une émission révélatrice. Exactement, au cours de cette émission, on a entendu des choses. Oui. Et dans le cadre de notre petit débat, c'est justement une affaire de 700 millions qui a été évoquée donc, lors de ce rendez-vous qui secoue, on a envie de dire, la toile, qui secoue le pays tout entier. Quels sont dessous les dossiers? Et bien justement, retour sur là où tout a commencé, j'ai envie de dire, avec ces images. Une idée du nombre? Il y a eu des montants importants. Moi, je prends ce jeune qui a eu un financement important allant jusqu'à 700 millions de francs CFA pour faire des salons de coiffure. Un réseau de salons? Un réseau de salons de coiffure, une cinquantaine de salons de coiffure, et qui malheureusement refuse de rembourser. J'ai trouvé cette situation lorsque je suis arrivé à tel ce Est-ce qu'il a effectivement créé ce Mais est-ce qu'il salon? refuse de rembourser ou est-ce que c'est vérifié qu'il n'a pas la capacité de rembourser? Mais il refuse de rembourser. Vous avez une idée? Bon, voilà. OK, on est de retour sur 700 millions de francs CFA. Je crois que c'est même un peu plus de 700. C'est même beaucoup plus proche de 800 que de 700. 790 000. Voilà. Millions. Millions, pardon, Donc, 790 millions. Environ 800 millions, disons-le comme ça. Exactement. Octroyés donc par l'agence Emploi Jeune. Des questions ont été posées. Pourquoi ou comment on obtient 700 millions? C'est la première question qui aurait choqué les uns, enfin des personnes. Comment quelqu'un a pu obtenir 700 millions, Alain Toussaint? Écoutez, d'abord, il faut parler du dispositif Pour un projet prévu par l'État pour accompagner les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ce jeune, Charles Cougnon, c'est son nom, a présenté un dossier qui a été validé par le comité de crédit de la Banque nationale d'investissement, qui est la banque qui accompagne, parce que c'est une banque publique, l'agence Emploi Jeune. Il est parti sur un projet de création d'un réseau d'une centaine de salons de coiffure. Voilà. Et il devait également créer un peu plus de 500 emplois. Et je pense que ce sont ces éléments-là qui ont milité en sa faveur. Maintenant, ce qu'on regrette et qui n'est pas du tout classe de sa part, c'est de refuser de rembourser
en tout cas, de faire face aux échéances de cette somme qu'il a reçue. Parce que je m'apprête à dire, qu'est-ce qui posait problème dans l'intervention du ministre? C'était effectivement, ce n'était pas forcément que quelqu'un obtienne 700 millions. Bon, après, ces interrogations-là ont fait surface, mais dans un premier temps, c'était son refus de... Enfin, c'est certainement la défiance, le fait de ne pas vouloir rembourser. Et surtout, je pense, pour les Ivoiriens, le fait de savoir que quelqu'un défie un peu d'une certaine manière l'autorité de l'État, puisque ce sont des fonds publics, en refusant de rembourser ce prêt. Est-ce que dans le déroulement de l'affaire, on a l'impression que cet homme refuse de rembourser? Parce que c'est la question qu'on se pose. On dit, bon, j'ai pu avoir... Le principe, c'était d'aller demander un prêt pour réaliser un certain nombre de choses, avec la condition que je rembourse, et quelque temps après, je n'ai toujours pas remboursé. Est-ce que je ne veux pas rembourser ou je ne peux pas rembourser? Bon, je vais peut-être répondre à la question, mais bien avant, moi, je voudrais revenir sur le montant. C'est vrai que peut-être Alain, dans ses propos, laisse entrevoir que ce n'est pas ça la problématique. La problématique, c'est le fait que le gars ne veuille pas payer, le jeune homme ne veuille pas payer. Mais moi, je trouve quand le ministre parlait, je crois que... mais moi, je trouve que le montant, il est excessif. Et je m'explique. Vous savez, 700 millions, on n'est pas en train de parler de 70 millions, ni on n'est même pas en train de parler de 700 millions, on est en train de parler de 700 millions. Pour ceux qui ont l'habitude de côtoyer les entrepreneurs, je dis bien des PME qui sont légalement constituées, vous verrez même que pour obtenir même un crédit de 300 millions pour une PME, ce n'est pas évident. Oui. C'est très difficile. Qu'est-ce que lui, il a pu bien mettre comme chemin stratégique ou quel argumentaire pour qu'on puisse lui mettre à disposition 700 millions? Non, je reviens, je vais finir. Oui. Je suis d'autant plus conforté dans ma position par le fait même d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'agence emploi jeune a limité maintenant les montants. Les montants ne dépassent plus 50 millions. Oui. Mais au regard de ce qui s'est produit, mais aujourd'hui, Élisée, vous parlez d'entreprises. Oui. Non, mais ce que je veux dire, on va s'entendre. Vous parlez d'entreprises légalement constituées. Mais si moi je suis une entreprise légalement constituée, que j'ai un projet de 2 garbadromes, je n'ai pas besoin de demander 700 millions pour 2 garbadromes. Mais quelqu'un fait un projet et qui dit, moi je veux mettre en place une centaine de salons et voilà ce que ça nécessite, voilà ce que ça... Ok, d'accord, Brice, moi je ne suis pas un expert en banque, mais pour être allé une fois quand même faire une opération bancaire dans le sens de demander un prêt, vous savez un peu tout le processus qui est mis en place. La première question, c'est est-ce que votre projet est viable? Est-ce que si vous prenez 700 millions, vous pouvez rembourser cette somme? Il y a ce qu'on appelle la simulation. Il y a une simulation de prêt qui est faite pour voir ta capacité même de remboursement. Oui. Mais vous imaginez pour quelle simulation a pu être faite pour qu'on arrive à octroyer 700 millions? Alain Toussaint, une simulation de remboursement. Si Alain Toussaint, vous aviez 700 millions, vous demandiez 700 millions à une banque et que nous sommes la banque, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, allons-y dans la simulation, pour qu'on puisse justifier votre... Alors, moi, je n'étais pas au comité de crédit de la BNI, mais je peux supposer, par exemple, déjà que les 700 millions étaient justifiés en raison, par exemple, des pas de porte à payer. Si vous avez une centaine de salons, et pour chaque salon, vous devez payer en moyenne, on va dire, 5 à 10 millions pour avoir le droit d'exploiter le local, par exemple. Cela vous ramène quand même, on va dire, autour de... Bon, on va prendre une moyenne, autour de 200 millions. Le reste, vous investissez dans du matériel. Maintenant, pour rembourser... Oui, ça, c'est plus important. Je peux supposer... Après, comment vous organisez, mais comment vous remboursez de l'argent? Je peux supposer déjà que les 100 salons sont actifs. Admettons que M. Couillon réalise son rêve d'ouvrir ses 100 salons. Et à chacun des salons, il demande, par exemple, une contribution de 5 000 francs par jour. Vous voyez, ce qui ramène le profit à 500 000 francs par jour. Sur le mois, ça fait 15 millions. Donc, sur l'année, ça fait 180 millions qu'il peut provisionner pour rembourser son prêt. Donc, sur environ 5-6 ans, il peut facilement rembourser. Donc, j'imagine que le banquier, que je ne suis pas, a sans doute, il parlait de simulation, simulé cela. Et je pense que ce business est viable et que simplement on est face au refus de quelqu'un d'assumer son engagement. Le business peut être fiable, présenté sur papier, il peut présenter toutes les garanties possibles parce qu'en termes de rentabilité, comme tu l'as dit, on peut se retrouver à 15 millions, 20 millions et quand on compte au cours de l'année, ça peut nous rapprocher de la centaine de millions par an. Mais c'est le processus de libération de ces fonds. Parce que libérer d'un coup, je pense que c'est cette annonce qui a été faite, libérer d'un coup 700 millions pour un projet de 100 salons de coiffure, sachant que finalement, selon le communiqué, c'est une dizaine, 17 salons qui ont été implantés. Au final, pourquoi ne pas avoir simplement démarré par peut-être à 10% du montant global du projet, ensuite faire une évaluation
de cette Mais partie si le de ces plan 10%. d'affaires prévoyait 100 Non, salons. faire une évaluation de Il ces peut pas- 10% et ensuite, lorsqu'on constate qu'il y a un succès, passer à l'étape supérieure, à 20%, à 30%. Alors, avec mais pas le montant, donner 700 Madame Bleu, millions d'un avec coup le montant à un obtenu, entrepreneur. allons-y dans le Non, meilleur ne des connaît pas les mondes. antécédents. Madame Bleu, allons-y dans le meilleur des mondes. Et supposons que le monsieur en question ait accepté, enfin, ait reçu 700 millions et comme initialement prévu dans le projet, ait implanté les 100 salons. Non, ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais Ouais. en général, dans ce genre de situation, le maillon faible, c'est l'humain. Parce que c'est vrai, on peut se renseigner sur la personne, avoir son casier judiciaire, faire une enquête de moralité, mais face à l'argent, vous ne savez pas comment l'être humain réagit. Très bien. Libérer 700 millions d'un coup pour un projet dont les salons Mais ça, n'existent ce pas n'est pas encore. la faute de l'État. Franchement, L'État ne va non, pas je faire n'incrimine la pas police dans l'État, la... on parle de l'agence emploi jeune. Oui, oui. Non, mais bon, tous les deux, c'est bon. Je Mais vous ai bien entendu. la- Élisée a quelque chose. Pour qui a déjà fait une démarche à l'agence emploi jeune, parce que moi je l'ai fait, Oui. c'est que l'agence emploi jeune ne te remet pas Je peux le des faire. fonds comme ça Et et puis je tu peux vas témoigner te également parce que débrouiller je comme l'ai tu fait, veux. oui. C'est pas ce que l'agence emploi jeune fait. Oui. Généralement, quand ils financent un projet, ils sont avec toi dans la mise en œuvre du projet, sûr. dans sa viabilité, il y a un suivi. Donc si tout ça a été mis en place, d'où vient-il qu'on se retrouve avec faut 700 des millions garde-fous, dégagés des garde-fous. et qu'on se retrouve avec 17 salons? des garde-fous, Mais pas 100 des salons. fonds. Voilà. Donc il y a un Mais problème. Élisée- C'est-à-dire que quelque part, il y a eu une défaillance même dans le système. Non, non, mais attendez. Raison pour laquelle ils ont décidé de plafonner le financement désormais par projet à 50 millions. Sinon, s'il n'y avait pas eu de défaillance, s'ils n'avaient pas constaté cette défaillance, Mais la ils défaillance auraient ne vient continué, pas, en fait. la défaillance ne vient pas de l'agence emploi jeune ou de la BNI. Je vous explique qu'il y a un entrepreneur à qui cette institution et une banque ont fait confiance en lui permettant d'obtenir 700 millions de francs CFA ou 790 millions pour commencer son business. Maintenant, ce qui intervient tout à l'heure, Edith parlait du facteur humain, mais l'État ne va pas faire la police de la moralité dans la tête des gens, C'est 700 etc. millions, c'est pas 70 000. Oui, mais le problème... Excusez-moi, moi j'ai une question pour Oui, tous les trois. oui, oui. Est-ce que dans ce pays-là, il y a des personnes qui ont bénéficié ou qui bénéficient de prêts de plus de 700 millions? Individu comme ça, je ne suis De pas sûr. qui de C'est-à-dire- l'agence ou bien de banque ou d'autres. puis même- Mais bien Non. sûr. Particulier existe. comme ça, je ne suis Bien pas sûr. sûr. Particulier Oui, jeune, ça non, pas existe. particulier. C'est une Agence entreprise, emploi jeune. c'est une Des institutions entreprise. bancaires Pas comme sûr. par exemple la BAD ou la Banque mondiale. Mais pour ce type de projet, l'argent n'est pas libellé d'un coup. Il y a d'abord des factures à présenter, des factures à justifier avant que le reste de l'argent soit libellé. Donc, il y a des procédures. Bon, on va se poser la question que tout le monde Et devrait ça ne se poser. fait pas tout de suite. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez qu'il y a des personnes qui ont participé à ce que cette procédure-là soit déviée? Est-ce qu'il y a des mains noires derrière? Moi, je dit les choses sur le plateau. Oui, moi, je vais même parler dans les spéculations. Moi, je pense que ce qui est juste et normal de faire devant une telle situation, la première chose, c'est de faire un audit. Qu'on reparte du début pour savoir comment est-ce que Ce n'est pas la d'abord... réponse à sa question. Non, c'est la réponse à sa question. Mais C'est non, quand pas il a du demandé tout. qu'est-ce qu'on doit faire. Je suis Non, en train de donner pas Parce une que vous êtes en train de il- parler de failles. Il y a Qu'est-ce des qui s'est défaillances. passé? Voilà. Est-ce que vous avez estimé qu'il y a des personnes qui ont été complaisantes vis-à-vis de cet individu pour lui faciliter par Mais non, c'est ce que je suis en train de Mais dire. c'est ce que je suis en train de dire. On de le est sur un savoir, plateau. voilà. Moi, je n'ai pas venu jeter peut les pas gens à la venue spéculer parce populaire. qu'il y a Je une n'ai pas fait un procédure procès de justice, Oui. un procès en justice pour dire que tel a fait une faute ou tel n'a pas fait une faute. Je dis ce que moi j'estime juste dans ce cas de figure de fait, c'est d'engager un audit Mais qui vous nous dites permette... clairement que ce n'est pas normal qu'il y ait quelqu'un qui obtienne 700 millions. Vous l'avez dit. Mais j'ai expliqué. Pourquoi je dis que ce n'est pas normal? Parce que j'ai expliqué le fonctionnement de l'agence emploi jeune. Comment l'agence emploi jeune accompagne les projets des jeunes? Comment ça se fait? Il faut que tout le monde, honnêtement, à la télé, il faut que tout le monde sache. L'agence emploi jeune ne prend pas de l'argent, te remettre comme ça, puis tu t'en vas. Là, il y a un accompagnement. Et il y a des étapes, des suivis. Jusqu'à ce qu'on a... Donc, si on se rend compte qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un objectif de 100 salons à 17 salons, c'est-à-dire quelque part, il y a une faille, il y a une défaillance quelque part. La première Maintenant, défaillance, il est c'est donc peut-être- important maintenant de repartir dès le début pour voir ce qui s'est réellement passé. Alors, pour on qu'on dit, se retrouve dans une telle alors, on dit, situation. comment ça se fait? La question que certaines personnes se posent, comment ça se fait aujourd'hui qu'un individu arrive à obtenir jusqu'à 700 millions? La preuve, après cette situation-là, Il a même on demandé, plafonne, oui. on plafonne Désormais, à à 50 50 millions, millions, oui. parce qu'on s'est dit, effectivement, 700, c'est astronomique, c'est extraordinaire à la limite. D'accord. Mais quand on a obtenu 700 millions et qu'on ne fait pas ce pourquoi on a pris les 700 La millions. force reste à la loi. Tout simplement. La force reste à la loi. Il a insinué quelque part, Oui. ou je sais pas, je ne sais dans quel média, qu'il n'aurait pas reçu la totalité de la somme empruntée. Mais le problème n'est pas là. Vous avez signé pour 700 millions ou 790 millions, vous remboursez 790 millions à l'État. Voilà, je veux dire, il faut arrêter de nourrir la rumeur par des spéculations totalement Et puis c'est inutiles. quand même fort parce qu'on reçoit un montant
tel pour implanter 100 salons de coiffure. Bon, finalement, on en implante 17. L'État demande à percevoir les fonds, donc à se faire rembourser. Vous refusez. Bon, vous avez certainement vos raisons, vous ne pouvez pas rembourser, mais il y a eu la précision du ministre. Hein. Oui. Ryan a bien demandé, est-ce que c'est parce qu'il est incapable de rembourser ou il refuse? Le ministre a bien dit qu'il refusait. Bon, ça c'est un autre point. Ensuite, on constate que dans le communiqué de l'agence Emploi Jeune, il est précisé qu'après ce montant de 700 millions, il a tenté d'obtenir un autre financement de 200 millions, ce qui lui a été refusé. Naturellement, vous avez envie de dire. C'est de l'abus, c'est abusé quand même. Non, le problème, c'est que ça porte quand même un coup au principe de solidarité. Vous savez, l'autre fois, parce que d'autres entrepreneurs vont avoir des difficultés on a 75% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans, c'est-à-dire qu'on a au moins une quinzaine de millions de jeunes et puis une bonne moitié qui veulent, en tout cas, qui souhaitent entreprendre. Donc, quand on porte un coup à cette solidarité nationale, malheureusement, cela va fermer des portes. Oui, bien sûr. Il y a la colère d'Élysée, un tout petit peu, la colère, permettez-moi l'expression, mais sur le fait qu'aujourd'hui, il y ait des personnes qui portaient des projets. C'est un peu ça qui s'exprime à travers donc, oui, parce qu'ils sont demandés qu'ils ont frappé à la porte peut-être de cette agence et qu'ils n'ont pas eu gain de cause. Mais en même temps, ils n'ont pas eu gain de cause, peut-être parce que, rappelons-le, leurs projets ne sont pas viables, les projets ne nécessitent pas un tel montant. Mais après, ils se disent, il y avait des projets, peut-être parmi les projets qui ont été refusés, il y a eu des projets qui tenaient la route et qui n'ont pas obtenu de financement. Oui. Malheureusement, tout le monde ne peut pas obtenir de financement. Oui. Et ceux-là, aujourd'hui, sont, comme Élysée, un tout petit peu remontés par 700 millions qu'on aurait peut-être pu répartir. Mais ça, c'est le lot de tous les entrepreneurs. Quand vous allez solliciter une banque privée ou même une banque publique, il y a beaucoup de frustration qui s'exprime à travers cette histoire également, et c'est tout à fait normal. Le banquier ne croit pas forcément à votre projet. Et je vous dis, je pense que... Il y a un peu de subjectivité dans le... Mais forcément, parce que cela dépend quand même du lien, du rapport qu'on a avec le banquier ou ceux qui sont dans le comité qui donnent le verdict. Et je pense sincèrement que l'un des arguments essentiels donnés par ce jeune homme a sans doute été la création de 500 emplois. 500 emplois, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'on réduirait la pauvreté dans au moins 500 familles ivoiriennes. Et ça, c'est un élément quand même important. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier. Vous parlez de 700 millions, etc. Mais d'abord, c'est politique, c'est économique, c'est social. Et l'État, quand il crée une agence emploi jeune, il tient quand même compte de tous ces aspects-là pour demander à une banque comme la BNI de se porter garante, d'accompagner, comme on dit, ce soutien qu'il apporte aux jeunes qui veulent entreprendre. Donc, c'est vrai, c'est des gros chiffres, etc. Mais derrière, vous voyez, la vision et l'action politique. Et moi, j'estime que avec 30 millions d'habitants aujourd'hui, quasiment, et les 3/4 des jeunes, on sera amené forcément à casser, comme on dit, la banque, soutenir ces jeunes qui veulent entreprendre et que ce couac-là ne doit pas, comme on dit, amener l'État à lever le pied en disant, bon, moi j'abandonne la jeunesse. Au contraire, il faut continuer d'accompagner la jeunesse, mais il faut être peut-être plus regardant et plus strict dans la procédure de... Alors, conséquences et moralité, pour quand même évoluer dans le débat. Conséquences et moralité, première leçon à tirer, c'est l'emploi jeune, l'agence emploi jeune qui a commencé à dire, bon, après, à partir, on ne donne plus d'argent au-delà de 50 millions. Bien sûr. Donc c'est la première leçon qui a été tirée. Ensuite, le renforcement des capacités opérationnelles donc, de la banque qui est la garantie. Parce qu'en même temps, il y a un trou de 700 millions là en ce moment. 780. Et ce n'est pas le seul parce que le ministre a bien précisé qu'il y a une dizaine aussi d'autres... Ils sont 17 au total. 17 au total qui doivent rembourser. On est à 17% de réalisation de ce qu'il avait promis. Moi, je reste fondamentalement persuadé que 700 millions, et ça, c'est ma conviction personnelle, et je ne le dis pas parce que j'ai envie de le dire, parce que j'ai eu à discuter avec des professionnels du domaine. 700 millions investis dans le secteur agricole nous aurait permis de créer plus de 500 emplois. Non, mais Élysée, c'est pas... J'en reviens. Faut pas... Attendez, mais ça, c'est trop réducteur. Je vous promets que je vous donne la parole. Laissez-moi finir. Vous avez laissé finir votre démonstration. Mais c'est pour ça que je vous permets d'avoir la parole. Laissez-nous finir. Voilà, 700 millions investis dans le secteur agricole. Je pense qu'on aurait pu permettre à plus de 500 jeunes d'insérer dans ce secteur. Mais en plus, ça nous aurait permis de faire face à des situations qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ces situations que nous connaissons tous au niveau de la vie chère et tout ça. C'était des éléments qui vont nous permettre de résorber ça. Vous pensez que 700 millions auraient résolu le problème de la vie chère? Je suis en train de dire une partie. Je ne suis pas en train de dire que résoudre tout le problème. C'est pas ça, ce sera, comme tu le dis, comme l'un dit réducteur, il dit que ça peut résoudre tout le problème. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça aurait eu beaucoup plus d'incidents positifs que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. L'une des leçons que tu as tirées, comme toi-même tu l'as si bien dit, il y a le fait qu'aujourd'hui on a plafonné et tout ça. Mais moi je dis, au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on regarde
et qu'on cible définitivement les secteurs d'investissement. Les secteurs qui aujourd'hui sont porteurs pour la République, c'est des secteurs qu'on a ciblés, qu'on estime être des secteurs au regard même de la vision de nos autorités, sont les secteurs dans lesquels on doit pouvoir encourager les jeunes. Je pense que ça aussi, il faut qu'on regarde ça. Très bien, c'est noté votre point de vue. Je pense que lui, il a une vision totalement discriminatoire du soutien. Qu'est-ce que vous appelez secteur stratégique? Mais il faut prendre la vision du président, du chef de l'État, la vision 2030. Il y a des secteurs stratégiques. La coiffure et l'esthétique, c'était l'objet de ce salon, font partie quand même de ce qu'on appelle le grand secteur du luxe. Voilà, je veux dire, on peut commencer. Il y avait des emplois que ça créait. Oui, il y avait des emplois. Moi, je m'appuie sur la vision 2030 du président de la République. Il y a des axes stratégiques dans cette vision. Ne nous enfermons pas dans des visions. Non, je ne m'enferme pas. Très bien. Passons aux agriculteurs. Ceux qui donnent l'argent, ils ont une vision. Je dis tout à l'heure, il parlait de l'agriculture. Mais excusez-moi, dans ce pays, on a connu une banque qu'on appelait la BNDA, qui était supposée soutenir les agriculteurs, et elle a fait faillite. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir, comme on dit, des propos réducteurs qui... Voilà. Moi, je pense qu'investir dans la coiffure, dans l'esthétique, ça a de l'avenir dans ce pays. Il faut simplement que le business soit structuré. Mais non, c'est bien compris. En tout cas, il y a des secteurs stratégiques pour l'État, pour le gouvernement, qui pour moi nécessitent qu'on mette plus d'investissement. Mais qui ne sont pas forcément des secteurs stratégiques pour Alain Toussaint. C'est bien compris. Une chose est sûre, Monsieur Charles Cougnon, donc, a révélé, en tout cas, parce qu'il faut qu'on parle un peu de son point de vue, le fait qu'il a l'impression d'avoir été jeté à la vindicte populaire, parce qu'en même temps... Il y a une procédure judiciaire qui est en cours, et que le ministre, mais en tous les cas, ses avocats répondraient en temps opportun. C'est vrai que peut-être donner le nom sur le plateau de télé, je pense que ce n'était pas opportun. Il suffisait juste, comme il avait déjà fait, de dire que... Il y en a d'autres. Voilà, il y en a d'autres. Comme M. Charles Cougnon, il y a une dizaine d'autres. Et il a demandé à sa collaboratrice de donner le nom. Bah, finalement, ce n'était pas nécessaire, à mon avis. Les autres ont dû prier pour dire qu'il ne faut pas que notre nom sorte à la télé. Ce n'était pas nécessaire. Mais bon, c'est important de rappeler qu'il lorsqu'on prend un prêt, il faut pouvoir le rembourser, et surtout quand il s'agit des fonds publics, des deniers publics. Peut-être, pour terminer sur cette question, peut-être que nous ne savons pas tout de cette histoire, en tout cas pour le peu que nous savions, nous avons essayé quand même d'apporter des il faut encourager l'État à soutenir les jeunes. On va surtout suivre cette situation et puis savoir ce qu'il en ressort. Le fin mot de l'histoire. Exactement. Bon, allez, pour la suite, il y a notre levue entendue. On laisse derrière nous donc le débat. Notre levue entendue de ce jour nous vient de la une, sans transition, du quotidien L'Inter, une que vous allez apercevoir. Frank Anderson Kwasi lâche Gbagbo pour Ouattara. Elisabeth Loubou, une autre défection du côté du PPACI? Oui, on pourrait le dire ainsi, parce que Frank Anderson... On pourrait le dire ou on pourrait le dire ainsi, parce que quand même Frank Anderson Kwasi, pour tous ceux qui suivent l'actualité en Côte d'Ivoire... Qui était Frank Anderson Kwasi? Frank Anderson Kwasi a été le président à l'époque, comment ça s'appelait? Conseil national du CNCA. Le CNCA. Il était secrétaire général chargé, adjoint de l'audiovisuel dans l'ancien membre de la commission. Non, ça c'est dans le parti, ses occupations dans le parti. Voilà. Dans le parti, aujourd'hui, il occupe des fonctions au niveau de la communication. Donc c'est quand même quelqu'un qui comptait un peu dans l'appareil voilà, du PPACI. Donc aujourd'hui, dit qu'il part du PPACI, bon, on aurait compris juste je pars, mais je pars du PPACI et je pose mes valises au RHDP. Bon, on s'est dit tout de suite. Comme s'il avait des comptes à régler. Voilà, bon, pas forcément qu'il y ait des comptes à régler, mais ça laisse vraiment poser des questions. Mais comme je le dis, il est libre. On a vu le député Kanigui Soro qui est parti de chez Guillaume Soro, qui est parti au RHDP. Non, il n'est pas dit du RACI, il n'est pas dit au RHDP. Mais qui sait, au début, ils étaient tous ensemble. Donc, on n'est pas trop dans la même configuration. Mais comme je le dis, moi, j'estime pour ma part que c'est son droit le plus absolu. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, les gens sachent quand même que les gens sont libres de leurs opinions. Aujourd'hui, on est... J'ai une question pour vous pour la suite. Oui. Il serait parti... Il est parti, c'est factuel. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un sur le plateau disait qu'il est parti du PPACI pour aller au RHDP. Il serait parti au FPI, que vous n'imaginez pas que ça aurait fait le même tollé? Enfin... Ben, un peu quand même, mais pas au même niveau que quand il va au RHDP. Ça, c'est certain. Parce que quand même, on sait que le FPI, quoi qu'on dise, le PPACI est sorti du FPI. Donc, on se dit quand même que c'est la même mouvance. Ils sont tous mais du parti. C'est pas le même leader. C'est des socialistes, donc ils sont c'est le même courant. Ils sont dans l'opposition. Voilà, mais là, tu vois, on part de l'opposition, pas du PPACI, on va au RHDP. Mais comme je le dis, c'est son droit le plus absolu. Il est libre de militer là où il pense que... C'était quoi les arguments en fait. Quels sont les arguments évoqués par M. Frank Anderson Kwasi pour repartir du PPACI? Il a dit qu'il voulait se sentir utile dans sa lettre de démission. Parce qu'il avait l'impression de tourner en rond. Et voilà, il a même l'impression de tourner en rond. Il veut se sentir utile et il dit que son vécu, en tout cas son récent vécu au sein
du PPACI lui a laissé un souvenir peu amène. Donc, il veut passer à une autre étape. Il y avait un problème de positionnement. On ne s'attendait pas à celle du RHDP. Ça a été évoqué un tout petit peu. Oui, Une guerre de positionnement. Oui, forcément. Et ce que je voulais aussi dire avant de répondre à votre question, c'est qu'il faut arrêter de voir le ventre partout. Voilà, on peut estimer à un moment donné que compte tenu du travail, de l'action qui est menée par le président Ouattara, il se sent mieux voilà, de l'autre côté. Mais quand il publie son communiqué, il y a quand même des propos assez révélateurs. Il parle de contrat de fidélité à vie avec Laurent Gbagbo. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a beaucoup qui sont restés aux côtés de Pascal Affi-N'Guessan ou qui sont Simone Gbagbo ou Marie Chablé Goudet qui estiment qu'à un moment donné, les chemins doivent se séparer. Et plus loin, il dit quelque chose de fondamental qui est drôle, mais en même temps qui résume tout. Il dit pour le restaurant, quelle honte y aurait-il à s'asseoir quand on est resté longtemps debout, souvent inutilement. Voilà, parce que quand vous êtes dans la guerre de positionnement, confronté à des ténors dans un parti politique, Laurent Gbagbo est revenu de l'étranger après 10 ans d'absence. Et comme on dit, il cristallise sur sa personne beaucoup d'ambition, notamment le projet de reprendre le pouvoir. Alors forcément, on se donne du coude, en tout cas, pour occuper la meilleure des places. Peut-être que Franck Anderson n'a plus envie enfin Franck Anderson, Kwasi, pardonnez pour la familiarité, n'a plus envie de mener des combats inutiles. Il estime certainement, en tout cas en le lisant, que le moment est venu pour lui d'être avec un parti de gouvernement. Bon, alors, c'est fait, Franck Anderson s'en va. Certains estiment que c'est peut-être un coup dur pour le PPACI qui réagit en disant ben non, pas du tout. Franck Anderson Kwasi est parti, il est remplacé, le parti continue sa vie. Et celui-même qui l'a remplacé sera connu sous peu. Voilà, c'est ce qui ressort. C'est dire qu'il n'a pas encore été remplacé. Voilà, c'est ce qui ressort. Il fallait répondre rapidement. C'est ce qui ressort. Il a été remplacé, mais on n'a pas encore envie de vous donner son nom. Mais effectivement, c'est-à-dire, moi, il y a quelque chose que je retiens ici. Quand on lit la sortie de Franck Anderson Kwasi, quand on lit le communiqué, il ne faut pas qu'on se voile la face. On sent qu'il y a véritablement un malaise au sein du PPACI. Je vais prendre juste une de ces phrases. Il dit, je veux simplement vous exagérez pas quand vous dites on sent qu'il y a un malaise. Si. C'est pas un peu. Non, mais j'explique. Et je m'appuie sur des thèmes. Quand il dit, par exemple, je veux simplement me débarrasser de la brumeuse impression de tourner en rond dans les dédales d'intrigues et d'incompréhensibles guerres de positionnement. Ben oui. Alors même que pour l'opposition en général et pour le PPACI en particulier, l'horizon reste encore broussailleux. Alors, quand j'écoute ça, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est évoqué, les guerres de positionnement, les intrigues, est-ce que c'est inhérent qu'au PPACI? J'ai envie de dire, dans l'ensemble des partis, il y a toujours ces mêmes intrigues, il y a toujours ces mêmes guerres de positionnement. C'est inhérent, mais c'est d'autant plus surprenant que ce parti est supposé être dans l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'ils ont bien pu découvrir pour se battre à ce point-là, pour se positionner? C'est ça, en fait, qui est un peu... On n'a pas ces mêmes guerres de positionnement au RHDP à un moment donné. Oui, bien sûr, on a eu ça au RHDP également. On est d'accord dessus. Mais vous voyez, c'est-à-dire quand vous dites c'est vrai que la guerre de positionnement se voit un peu dans tous les partis, mais ça ne s'exprime pas de la même manière. Aujourd'hui, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Depuis quelques mois quand même, au sein du PPACI, il y a des remous. Il y a des réactions, on en veut même pour preuve. Vous voulez qu'on en parle un peu des remous au PDCI? Non, il y a un certain nombre de remous quand même, pas de la nature. Mais ce n'est pas particulier au PPACI. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai qu'ils font de l'actualité en ce moment parce que peut-être au RHDP c'est beaucoup plus calme. La discipline du parti peut-être, mais c'est pas inhérent au PPACI. Peut-être que si vous me laissez, vous comprendrez qu'on dit la même chose. Voilà. Donc comme je le disais, je dis que c'est inhérent à tous les partis, mais ça ne s'exprime pas de la même manière dans les différents partis. Depuis un certain temps quand même au sein du PPACI, on sent que c'est un peu assez. C'est ce que j'expliquais. Déjà les sorties. Non, je viens oui, c'est votre droit le plus absolu de ne pas être d'accord. Comment ça s'exprime au RHDP? C'est ce que je suis en train d'expliquer. Expliquez. Alors, je vous prends les 10 derniers mois. Les 10 derniers mois au RHDP. Expliquez-moi au RHDP les 10 derniers mois où il y a eu des prises de bec par parti interposées les 10 derniers mois. Il n'y en existe pas. Parce que l'autorité du parti s'est établie. C'est vrai qu'avant les élections législatives, il y a quelques positionnements, mais l'autorité de l'État s'est établie. Oui, mais ce n'est pas la nature. Et ça s'est calmé. Ce n'est pas la nature au niveau du PPACI. Il y a eu déjà depuis un certain moment des intrigues et des attaques directes même avec Blé Goudé qui ont remis un peu le parti. Il y a eu des prises de position de certains qui étaient d'accord avec certains qui n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, on voit quelqu'un, un cadre, non des moindres, Franck Anderson Kwasi, qui lui part, mais il ne part pas simplement en se taisant, il part en donnant
en donnant une position et en expliquant des choses qui quand même pour moi, des choses sont révélatrices de ce qu'il y a dans le parti, c'est un malaise. Parce que quand il parle de guerre de positionnement autour, quand il parle d'intrigue, quand il parle d'incompréhensible guerre de positionnement, quand il parle de débat, bon, en fait, on se rend compte quelque part qu'il y a un ensemble quand même d'éléments qui montrent que ça ne bouge pas comme il se doit. Et quand on revient, quand on lit ses propos. Et quand il finit de dire, il ne dit même pas, c'est-à-dire, je vais toujours ses paroles, il ne dit même pas, je remercie, mais je suis satisfait d'avoir passé tout ce temps là-bas. Il n'en parle pas. Mais quand le communiqué du PPACI sort et qu'on dit, d'accord, on prend acte de ce qu'il soit parti, à aucun moment on ne le remercie. Pour le service qu'il a rendu. Il n'a pas dit merci. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que la courtoisie aurait montré. Dans les deux sens, alors, il y a une c'est ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je vous dis qu'on sent qu'il y a... C'est pourquoi je dis qu'on sent que ça... Il y a des soucis. Une bonne continuation quand même, oui. Même en général, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de courtoisie, M. Goloubé. Mais c'est vrai qu'en général, dans ce genre de parti qui concentre autant de pouvoir, que ce soit au niveau de l'opposition ou du parti au pouvoir, c'est difficile de quitter ce type de parti. On a l'impression même que finalement, le RHDP ou le PPACI, c'est un peu la pièce, les deux faces d'une même médaille. On a le droit, à un moment donné, quand on ne partage pas un certain nombre de... Oui, de dire que je m'en vais. Donc, du coup, quand il y a un débat, c'est ce que le PPA, c'est libre. M. Franck Anderson Kwasi a quitté le parti, il allait dans un autre parti, on l'observe, on lui dit merci, enfin on lui dit pas merci. C'est son droit le plus absolu. Et nous, on le remplace, le parti continue sa vie. Mais c'est vrai que c'est toujours douloureux de perdre un élément stratégique quand même. La vie continue. On marque une courte pause, on se retrouve juste après parce qu'il y a M. Jean-Yves Dibopieux qui sera notre invité tout à l'heure. Les débats sont houleux, également sur nos pages des réseaux sociaux où vous réagissez. Et c'est ça qui est important, c'est la diversité des opinions. Ce sont les avis qui se confrontent, qui s'affrontent. Et c'est cela l'objectif d'un talk. Faites bien de choisir la télé sans filtre. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Notre invité est Jean-Yves Dibopieux. Il est avec nous sur ce plateau. Il est président du mouvement. D'ailleurs, comment je prononce, monsieur Dibopieux, le nom du mouvement? ICON. ICON, oui. C'est ça, qui est Intégrité et Conscience Nationale. Exactement. Vous êtes ex-secrétaire général de la FESI. Là, quand on voit tout de suite l'image, on la confronte avec l'image de Jean-Yves Dibopieux avec la casquette. Beaucoup de choses ont changé. Comme vous le constatez, bien évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mon aspect, il est très éloquent, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Et en dehors d'être le président de Intégrité et Conscience Nationale, est-ce que vous avez une autre activité dans le secteur privé, par exemple? Est-ce que vous travaillez quelque part ou est-ce que vous avez une entreprise? Non, je n'ai pas d'entreprise. Très bien. Ok, uniquement Icon. On va... Élisée? Je vais poser une question. Juste Intégrité et Conscience Nationale. Oui. Vous êtes d'accord avec moi que pour ceux qui ont suivi quand même l'actualité de la FESI il y a quelques années, voir un ancien responsable de la FESI porter une telle initiative, on se pose bien la question, c'est quoi en fait Intégrité et Conscience Nationale? C'est quoi juste? On va commencer par présenter votre mouvement. C'est ça. Bien, je vais effectivement présenter le mouvement, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un gène ou bien une nuance de parti de la FESI et créer quelque chose d'une telle dénomination? Après la dénomination, allons-y déjà dans le sens. Bon, expliquez déjà votre initiative. Et puis après, on va éclaircir notre pensée en fait. Effectivement, nous avons mis sur pied effectivement ce parti politique et pour pouvoir effectivement exprimer les aspirations et les ambitions qui nous sont propres d'abord et qui sont propres aussi à un certain nombre de camarades d'Ivoiriens de divers horizons, de diverses couches sociales avec qui effectivement nous avons nourri cette ambition ensemble. Et donc depuis le 4 juillet 2020, nous avons mis sur pied cette structure politique. Comme je vous le dis, évidemment, nous avons les projets, nous avons les ambitions. Et nous pensons qu'il faut effectivement changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. J'ai suivi effectivement tout à l'heure le débat qui était houleux et intéressant concernant un prêt de 700 millions qu'on aurait fait à un seul individu et qui aujourd'hui n'est pas à même effectivement de rembourser les frais. Et vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'erreurs dans effectivement dans ce fait, dans cette histoire. Selon vous, c'est quoi les erreurs que vous décelez dans le processus? Oui, je préfère en parler en rapport avec ICON, mon parti politique, qui effectivement, comme je vous l'ai dit, a des ambitions. Et nous pensons qu'il faut créer des ministères en fonction, je voulais dire, des exigences du peuple.
des exigences de la population et non de créer pour faire plaisir et non de créer des ministères, je voudrais dire par analogie. Vous savez, le secteur informel dont nous parlons, parce que je pense que c'est un domaine du secteur informel. La question des prêts, ce n'est pas la fonction publique, c'est le secteur informel. C'est un secteur qui est le principal pourvoyeur de moyens financiers en Côte d'Ivoire. Mais une fois qu'on a pris conscience de ce fait, effectivement, nous pensons à notre niveau qu'il faut allouer à ce secteur un ministère spécial. Parce que c'est un secteur fondamental. Un ministère du secteur informel. Bien sûr, ministre du secteur informel, de l'emploi et de l'insertion. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le secteur informel soit le secteur principal pourvoyeur de fonds, de moyens financiers en Côte d'Ivoire? Effectivement, je vais m'expliquer. Allez-y, parce que je viens. Vous voyez, nous sommes dans un pays qui est beaucoup adoubé, qui est beaucoup primé, je dirais privilégié par beaucoup d'étrangers qui viennent de la sous-région, qui convergent vers la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose que nous encourageons d'ailleurs. Icône, mon parti politique, approuve cela et soutient que les étrangers viennent abondamment chez nous. Je pense que c'est une chance, c'est une, je voudrais dire, une potentialité économique pour la Côte d'Ivoire. Et je pense également que sur le plan spirituel, c'est une source de bénédiction. Mais nous savons que ces étrangers-là ne viennent pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire comme ça, qu'ils aiment les Ivoiriens pour leur beauté. Ils viennent chercher l'argent. Et vous remarquerez qu'essentiellement, quand ils viennent, c'est dans ce secteur qu'ils s'intègrent. C'est ce secteur qu'ils exploitent. Ils finissent, vous allez remarquer, de devenir les plus riches. Et remarquez bien, je parle... Mais si les Ivoiriens préfèrent les emplois de je voulais bureau, dire. Bien si les évidemment. Ivoiriens préfèrent être en costume dans un bureau climatisé à la Il faut fonction reconnaître également, publique. mais Bien- pour bien dire, mais en même temps, on dit évidemment. ça, mais il faut nuancer Mais pour dire les Ivoiriens, qu'il c'est y a pas des Ivoiriens qui sont dans le jouer. secteur Dans le- informel qui réussissent bien aussi. Mais En même évidemment, temps. Voilà. mais si vous faites le comptage des personnes dans le secteur informel aujourd'hui en Côte d'Ivoire, effectivement, vous verrez que la majorité, ce sont effectivement nos frères, soit de la sous-région, soit enfin des Monsieur étrangers Dibopé, qui où vous viennent de voulez en quelque venir part. avec En fait, c'est ce que je les voulais étrangers et le secteur informel? Où vous voulez en venir en fait? Mais si, je voudrais vous dire là que ce secteur attire. Il attire justement parce qu'il est le principal pourvoyeur. Il attire parce que dans ce secteur informel se trouve beaucoup de sous, se trouve beaucoup d'argent. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quand on a pris conscience de cela, il faut donc qu'on puisse allouer à ce secteur un ministère spécialement Alors, qui je va vais quand même s'occuper juste- de la gestion de ce secteur. Alors, je vais, En quand ce même, moment-là, je vais juste préciser que Oui. dans le précédent gouvernement, Oui. il y a un ministère qui était en charge de l'artisanat et de la modernisation du secteur informel, qui était occupé notamment par M. Félix Sanoblé. Sanoblé. Donc, on ne peut pas dire, excusez-moi, M. Dibopieux, que le fait de restructurer ce secteur qu'on appelle informel et qui est effectivement l'un des plus vastes de notre économie et qui est propre d'ailleurs, qui n'est pas propre seulement à la Côte d'Ivoire, Oui. on ne peut pas dire que cela soit ignoré des gouvernants. Donc, je voulais juste préciser cela. Mais Dans si. le précédent gouvernement, il y avait M. Félix Sanoblé qui était en charge Et de c'est une l'artisanat problématique, et de la, quand comment même on dit, de la actuelle du gouvernement, restructuration oui. du secteur informel. mais vous voyez que à M. Anoblé, on alloue d'autres fonctions en plus de l'informel. On parle de l'artisanat, on parle de quoi encore? Parce qu'il y a trois... Oui, mais je crois, l'artisanat dénominations. aussi, Système c'était pas fait partie de PME et autres, mais l'informel aussi. bon, la Oui. volonté politique, c'est, Existe, comme on dit, effectivement. de moderniser, de faire en sorte que l'État puisse quand même mettre de l'ordre dans ce secteur. C'est possible que cette volonté puisse exister, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir les mêmes approches. C'est là la différence. Très bien. La même façon- Monsieur Dibopé, pour on revenir à reviendra, votre on mouvement, reviendra, parce que oui. je précise que moi, sur mes fiches, on me dit, lorsqu'on préparait l'émission, on dit que vous êtes, c'est un mouvement, et vous dites depuis un parti politique. Oui, c'est un parti politique. Et quelle est Nous- l'idéologie de ce nous- parti politique actuellement? Quelle est l'idéologie qui sous-tend le Son icône, positionnement, le son positionnement, mais idéologie. surtout l'idéologie derrière? Nous sommes un parti politique de Socio- gauche, ok. socialiste. Ok. Monsieur Dibopio, on a lu dans certaines de vos sorties il n'y a pas très longtemps où vous indiquiez que la création du PPACI, en votre sens, n'était pas opportune. Oui. C'est ce qui justifie même d'ailleurs que vous avez pris vos distances de ce parti-là, et qui est désormais adversaire au FPI, à Simone Ablé. En tout cas, il y a un ensemble d'antagonisme. Quel commentaire vous faites de cette fracture de la gauche? Aujourd'hui, on se rend compte quand même que la gauche est un peu fracturée. La et gauche, avec c'est quoi la gauche? Est-ce qu'elle existe? Ça, ce sont des concepts Bon, venus des non, gens. bon, monsieur La Dibopio, gauche vous avez dit qu'il existe. fait partie Qu'est-ce de la qu'il en gauche. pense? Donc, Parce que la oui, gauche donc, existe Justement, pas. enfin, la question lui est adressée en fait. Voilà. On n'a pas compris votre réaction. C'est pas grave. Ok, voilà. Allez-y, monsieur Dibopé. La gauche existe. Il y a encore des personnes de la gauche
voilà, si peut-être certains constats peuvent vous permettre de dénier l'existence de la gauche, je voudrais vous dire qu'il y a encore quand même des personnes qui ont été nourries à cette sève-là, qui ont été nourries, je voudrais dire, à la culture de la gauche. Moi, de par mon passé, j'ai commencé avec la FESI, qui est une structure syndicale de gauche. Ça, peut-être les gens n'en parlent pas assez, mais la FESI est une structure syndicale de gauche, foncièrement. J'ai dirigé cette structure en tant que le premier responsable. Là, vous faites une révélation, en fait. Ah bon, parce que peut-être c'est une est considéré pour vous. comme un syndicat, maintenant un syndicat de gauche, là, maintenant C'est un syndicat de gauche. Oui, syndicat la FESI étudiant de est un gauche. syndicat de gauche, révolutionnaire. J'ajoute en plus ça. Ok, d'accord. Voilà. Merci. La FESI est un syndicat de gauche révolutionnaire. Et vous comprenez bien évidemment que pour avoir dirigé ce syndicat, je ne peux être que nourri à cet idéal. Et c'est pourquoi je vous dis, c'est ce syndicat donc qui m'a formé, qui m'a nourri, qui m'a orienté et qui m'a donné l'amour, effectivement, de la gauche. Et j'ai choisi dans la gauche la branche socialiste parce que, comme nous le disons, c'est le social, effectivement, qui devrait être mis au centre de tout projet politique. C'est-à-dire tout projet qui consiste à gérer les hommes, il faut mettre à côté de ce projet-là le social. Très bien. Monsieur Libopieux, Est-ce qu'il n'a pas tout répondu à à la l'heure question, évoquait, en fait? je reviens Voilà. là-dessus, Ok. évoquait justement votre, à un moment donné votre proximité avec le PPACI, et puis depuis un moment on a l'impression que vous prenez des distances par rapport à ce parti. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Mais je n'ai jamais été proche du PPACI. Je suis surpris d'entendre ce que vous dites. disiez tout à Vous l'heure. parlez de proximité du PPACI. Je n'ai jamais été proche du PPACI. Moi, je voulais juste que vous aviez dit que dans la création du PPA, c'était inopportune, en fait. Dans une de Voilà, vos ça sorties. je l'ai dit, Voilà je qu'elle l'assume, était je me souviens inopportune. très bien. Et derrière, je posais la question de savoir, avec tous ces défects, en fait, avec tous ces diatribes qu'on constate au niveau Je de vais la gauche, qu'est-ce qui se m'expliquer. passe? Je vais m'expliquer pour que vous puissiez mieux me comprendre. Vous savez, notre leader, à nous tous, moi qui me considère comme socialiste, effectivement, qui a été nourri, comme je l'ai dit, à la sève, notre leader, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, qui, nous connaissons, a subi ce qu'il a subi. Nous avons déploré la situation. Nous sommes battus tous ensemble pour qu'il puisse être libéré et recouvrir la liberté, entrer en Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, cela s'est produit. Mais moi particulièrement, ça je vous le dis sincèrement, je ne m'attendais pas que le retour puisse marquer la création d'un nouveau parti politique différent du Front populaire ivoirien. Vous étiez proche de Laurent Gbagbo? Je suis proche du président Laurent Gbagbo. D'accord. Je n'ai pas dit que j'étais, je le suis. Donc, je suis surpris donc, de cette création. Et pour notre part, nous avons pensé que vu la crise qui existait, qui minait déjà le FPI depuis longtemps, le retour du président Laurent Gbagbo devait permettre pour nous de, je voudrais dire, de Réconcilier la famille, de de réconcilier, rassembler la famille. de rassembler tout le monde. Enfin, c'était notre façon de voir à nous, c'était notre vision, c'est ce à quoi nous espérions, c'est ce que nous attendions de ce retour. Nous avons effectivement mobilisé, comme d'habitude, nos camarades pour aller à l'aéroport. Moi, personnellement, je n'ai pas pu aller à l'aéroport, mais j'étais au QG, là où il a atterri, après l'aéroport. J'étais là-bas, on a écouté les premiers discours et tout. Nous nous attendions donc, moi personnellement, à ce qu'effectivement, on puisse réunir la grande famille et puis voir dans quelle mesure, effectivement, il faut colmater les différentes brèches, etc. etc. Et malheureusement, nous avons déchanté parce que ce n'est pas ce à quoi, effectivement, nous espérons. Nous avons été surpris que nous puissions voir la création d'une nouvelle structure politique. Votre C'est proximité pourquoi je avec vous ai le dit- président Laurent Gbagbo n'a pas permis que vous soyez dans le secret des dieux? Non. Moi, je ne suis pas en train de revendiquer le secret des dieux. Ça, ce n'est pas mon genre. Je suis simplement en train de vous dire que nous avons été surpris de cela. Et comme nous avons quand même une certaine responsabilité, nous nous considérons responsables suffisamment pour nous jeter comme ça à partir parce que quelque chose de nouveau a été créé et puis vous vous lancez dedans. Non. Mais est-ce que ça aurait pu en être autrement, sachant les frictions On va aller à la pub, entre attention. Afine Guessan, les dissensions en tout cas entre Afine Guessan et Laurent Gbagbo, est-ce que ça aurait pu en être autrement? Ah, mais bien sûr, ce n'est pas la première fois que des dissensions arrivent au sein d'un mouvement ou bien d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Vous connaissez M. Awa Domelo? Bien Bien sûr. Vous savez qu'entre Awa Domelo et le président Laurent Gbagbo, pendant longtemps,
Il y avait Effectivement, il y a eu... Il avait des créé fissures, FPI il y a eu des- Renaissance. Mais vous savez que depuis un bon moment, ces deux marchent très bien ensemble. Ce n'est donc pas une première. Moi, j'ai pensé que c'est cela qui, pour moi, était la condition, je dirais même sine qua non, si je peux me permettre, pour aller à la reconquête du pouvoir politique. Parce que ce soit Afi Nguessan, et malheureusement, après encore Simone, Simone Babou. aujourd'hui, encore le plus scandaleux que cela soit Charles Blé Goudé. Je dis le plus scandaleux que cela soit parce que Charles Blé Goudé et moi, nous sommes plus ou moins proches. Tout cela, pour moi, représente quand même des valeurs dans, je voulais dire, ce grand camp-là. Les piliers. Très bien. Je préfère dire des valeurs. D'accord. Monsieur Dibopieux, on vous garde quelques secondes, le temps de partir à la pub. Il y a des impératifs. On vous retrouve tout à l'heure pour pouvoir nous expliquer en détail un peu le fond de votre pensée et ça nous intéresse. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk pour la deuxième et dernière partie de notre entretien en compagnie de notre invité, Monsieur Jean-Yves Dibopieux. Et je rappelle, président du mouvement ICON, Intégrité et Conscience Nationale. Vous êtes également ex-secrétaire général de la FECI. Bon. Alors, Alain Toussaint, avant de partir Oui. à la pub, vous aviez une question? Oui, c'est ça. Bon, j'apprécie la pudeur avec laquelle M. Dibopieux évoque le nom de Blé Goudé. Vous étiez voisin de cellule à la DST. Ce sont forcément des moments qui rapprochent. Et aujourd'hui, vous observez, comme tout le monde, que Laurent Gbagbo, qui était son voisin également, co-détenu à la CPI, est rentré et lui a obtenu enfin le passeport qui doit rentrer. Quel type de sentiment vous anime par rapport à sa situation aujourd'hui, de Blé Goudé? Je pense que toute personne normale devrait avoir un pincement. Toute personne normale devrait être compatissant de la situation de toute personne en souffrance, de toute personne qui subit une épreuve. Parce qu'il faut d'abord situer les choses comme ça. Je n'ai pas l'impression que tout le monde, malheureusement, entend les choses de cette manière. Parce que ça n'a jamais été un plaisir. Moi, j'ai fait l'exil avant d'aller en prison. Donc, j'ai fait l'exil et j'ai fait la prison. Je connais bien la portée de ces deux choses. L'exil peut être comme le petit frère de la prison. Donc, ce n'est pas un plaisir pour quelqu'un de se trouver hors de son pays, de façon involontaire. Quelqu'un qui n'est pas allé en tourisme, en villégiature et qui se trouve quelque part parce qu'il ne peut pas rentrer dans son pays. Et je pense qu'on a besoin plutôt d'un élan de solidarité, de compassion et de mesurer ses mots quand on doit parler de ce dernier. Plutôt que de lui tirer dessus tout le temps. C'est cela qui ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que le meilleur jugement se fait quand on est capable de se mettre à la place de l'autre. Moi, je me mets facilement à la place de Charles Blé Goudé, surtout que lui et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous nous ressemblons d'une certaine manière. De par notre histoire, nous ne sommes pas seulement retrouvés en prison ensemble. Vous avez dirigé la avons FECI? été à la FECI ensemble. Donc notre histoire est encore plus grande. Donc, je ne peux pas non plus cautionner que des gens soient en train de le vilipender. Vous faites allusion à vos amis du PPACI, entre Oui. autres. Oui, entre autres, c'est ça. Bien évidemment. Vous avez l'impression... Entre autres, bien évidemment. Est-ce qu'on n'avait pas un parce peu que l'impression qu'il y a ils une forme de... Ils ne sont pas les seuls, il y a d'autres personnes. Monsieur Dibopieux, est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'il y a une forme de victimisation de Charles Blé Goudé? Aujourd'hui, vous êtes président d'un parti politique, comme lui, il est président d'un parti politique. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression qu'aujourd'hui, ça fait partie du jeu aujourd'hui, que les personnes, ils l'ont dit, qu'on le traite comme un adversaire politique? Donc pourquoi vous avez peut-être un peu l'impression qu'il est victime d'une cabale, alors qu'aujourd'hui, les mêmes personnes s'expriment sur les questions pour d'autres partis? D'accord. C'est parce que je les entends que dire, ils ne disent seulement qu'il est leur adversaire. Ils disent seulement du mal, que du mal de lui. Dire de quelqu'un qui est votre adversaire politique, est-ce que c'est dire du mal de la personne? Mais je pense, c'est pour ça que je dis, ils ne disent que ça. J'aurais aimé les entendre au moins une seule fois, Le devoir de mémoire. effectivement, en train de compatir Voilà, ou bien de à sa compassion, situation. de compassion. J'aurais aimé les voir une seule fois, en train de déplorer ce qu'il vit.
en train de compatir. C'est cela. Vous n'avez pas eu l'impression Les que valeurs lorsque, de la par gauche exemple- dont je parle souvent, il y a la solidarité qui est fondamentale, qui est au cœur des motivations qui nous ont poussés à choisir d'être dans cette posture politique. Mais nous constatons aujourd'hui que ces choses ont été galvaudées et les gens parlent sans en tenir compte, comme si nous étions quelque part dans... Nous sommes dans un groupement politique qui a des principes. Monsieur Dibopio, est-ce que vous entrevoyez éventuellement une alliance avec le parti de M. Blé Goudé, votre parti Icône? Ce n'est pas exclu. Si l'occasion se présentait, nous allons en viser, bien évidemment. Voilà. D'accord. Ce n'est pas exclu. D'accord. Vous parliez tout à l'heure de vos rapports, entre guillemets, privilégiés par ressemblance donc, avec Charles Blé Goudé. Quel est son rapport aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo? Je pense que nos rapports ne sont pas mauvais. Simplement que je ne suis pas membre du PPAC, comme je vous l'ai dit. Mais malheureusement, le constat que nous faisons, qui est triste, c'est que d'ores et déjà que vous n'êtes pas membre du PPAC, on vous tasse de tous les noms, on vous traite de tout et de rien. Mais vous, par exemple, Et vous Est-ce êtes que, membre du... vous échangez régulièrement au téléphone avec le président Laurent Gbagbo? Ce n'est pas mon habitude d'ailleurs. Ok. D'accord. Je Mais ne vous, par exemple, suis vous pas êtes... ce genre de Mais personne. vous êtes... Je n'échange Vous êtes pas proche de avec lui, des mais gens vous comme ça. n'échangez pas avec Oui, lui ça a régulièrement. Vous avez depuis estimé, vous, longtemps, que le ma façon de PPACI, la fonctionner. création n'était pas opportune. Vous avez votre parti politique, mais il n'y a pas de levée de bois vert contre vous. Il n'y a pas de... pour dire que quand on n'est pas au PPACI, on n'est pas forcément victime de toutes les attaques. La preuve, vous n'en subissez pas forcément. Ouais, peut-être que vous ne la le place peut-être publique. Enfin, peut-être vous n'en que- savez Sur la si, place la publique, place- c'est pour ça que merci pour j'ai la nuancé- précision. J'ai nuancé en disant forcément. Merci pour la précision, c'est ce que je voulais dire. Alors, On ne m'a pas encore roulé dans les brancards comme on le fait Ah, vis-à-vis de certaines personnes, mais je voudrais vous dire que je ne suis pas totalement exclu. alors, D'accord. Voilà. rapidement, Voilà, deux c'est dommage. Mais... préoccupations des Ivoiriens, la cherté de la vie et puis la question du péage de Bassam qui soulève le courroux, la colère des populations. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces sujets? Voilà. Votre parti politique surtout. Effectivement, nous vous avons dit tout à l'heure que nous avons créé notre parti, que nous avons des objectifs, nous avons des ambitions. Je dis tout le temps que aspirer à diriger, c'est redonner à l'homme ce qui lui est naturel. Et l'homme, il est essentiellement un être libre, à l'état de nature, bien évidemment. Et vous savez, on peut faire des goudrons, on peut faire des pistes, on peut faire des routes, on peut créer des infrastructures rocambolesques et de tout genre, de toute nature. Mais la question qui est fondamentale, qui utilise ces infrastructures? Qui marche sur ces routes? Qui? Le qui ici appelle à penser aux hommes qui utilisent ces choses, à leur donner ce qui est de droit. Sinon, il marchera sur les routes sans savoir ce sur quoi il marche. Je vous dis tout de suite que les routes, même, vous le savez très bien, les carnivaux de ces routes sont malheureusement devenus des poubelles. C'est comme ça il y a longtemps, quand même. c'est comme ça que les gens utilisent malheureusement les carnivaux aujourd'hui. Cela pose un problème de formation, d'éducation. Aujourd'hui, vous voyez que les péages sont faits sur les routes. Pourtant, les péages sont devenus l'objet de polémiques. Il faut tenir compte de ce que l'homme est. L'homme aime la liberté. C'est-à-dire vouloir que l'homme circule sur le territoire national en payant. C'est cela. Ce n'est pas exclusif à la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Bien évidemment. Dans la sous-région ce n'est pas également, il y a des exclusif à la péages, Côte d'Ivoire, oui. mais ce n'est pas la même manière. Moi, la première fois que j'ai rencontré un péage, c'était en Italie. Mais les frais, les montants, c'est là que se situe le niveau. Tout près, ici, à côté de nous, à Accra, il y a des péages. Là où j'ai fait l'exil. Mais les frais, les montants, c'est ça le problème. Vous savez que le peuple ivoirien ne refuse pas les péages. C'est le montant qu'il dénonce. Je veux dire que c'est sur ça qu'il faut interpeller nos dirigeants aujourd'hui. Quelle solution vous avez proposez une contre question la vie chère en ce moment? On Je pense que c'est la préoccupation des Ivoiriens. Quelle solution? d'intervention Vous voyez chacun deux ou avant de trois boucler points. l'émission. Oui. D'une certaine manière, Oui. la question des péages vient en rajouter à la vie chère. C'est un autre aspect de la vie chère parce que quand les denrées sur le marché déjà sont insupportables et que de là vous devez aller encore payer un péage en aller-retour à 2000 francs, c'est un souci. Nous pensons qu'il faut qu'effectivement les gens prennent à bras le corps cette situation et qu'ils puissent tenter de le régler convenablement, que les gens ne se contentent pas que des grands discours. Il faut aller sur le terrain.
Très bien. Moi, j'achetais, pour conclure et pour montrer effectivement que la vie est chère, je suis victime moi-même. Moi, j'achetais une boîte de lait à 1200 francs. Je vous jure que la semaine dernière, je suis allé à la boutique demander, on me dit que la boîte de lait est passée à 1500 francs. Oui, très bien. C'est révoltant. Ok. Dernière question, Élisée Bologun, on termine avec vous. Ok, d'accord. Monsieur Dibopieux, le jeudi prochain, le jeudi 14, il a annoncé une rencontre entre le président Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Quel commentaire? Je vous remercie pour cette question. Qu'est-ce que vous en attendez? Moi, particulièrement, Bien. pour être franc, je n'attends rien de particulier de cette rencontre. Très bien. D'abord parce que ce n'est pas la première. Pour ceux qui suivent l'actualité politique en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe, ça doit être la 3e ou la 4e fois que ces 3 grands vont se rencontrer. Mais j'ai un espoir quand même que je nourris. Je nourris l'espoir qu'à la sortie de cette rencontre-là, les 3 grands viennent devant les Ivoiriens, présenter leurs excuses aux Ivoiriens, demander pardon, les 3, je dis bien les 3, sans exception. Des excuses publiques. Un pardon public de la part de ces 3 grands. Parce que vous savez, tout ce que subissent les Ivoiriens aujourd'hui depuis les années 90, tout cela, je pense que les 3 grands en sont les véritables responsables. Parce que les premiers acteurs, c'est la première des choses que j'attends de ces 3 grands. La deuxième chose qui va vous surprendre, certainement, je souhaiterais que, à l'issue de cette rencontre, les 3 grands viennent à la face de la nation pour annoncer leur retraite politique. Bon, ça va être un peu compliqué, mais bon, on peut toujours Donc, rêver. mais je vous dis, Je vous mon on laisse dérouler, Je s'il vous vous dis, plaît. je vous dis mon espoir. Ça, c'est des attentes, voilà. Je vous ai dit que je n'attends rien, mais j'ai des espoirs que je nourris. C'est vrai. Et l'espoir vous fait allez vivre. voir que si ces 3 grands posent cet acte qui est fondamental d'abord pour eux-mêmes, pour leur propre état de santé, parce qu'à les voir, on ne doute pas de ce que, effectivement, ils ne sont pas encore robustes et capables de conduire la destinée du peuple ivoirien encore des années. En toute chose, il faut être capable de prendre une retraite politique. Très bien. Moi, je salue un monsieur qu'on appelle Mamadi Issouf du Niger, qui a dit, après la fonction du président de la République, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Et il s'est retiré aujourd'hui, C'était votre deuxième souhait. traduisant les propos dans les actes. Très bien. Mais pourquoi on ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire? Très bien. Ils ont tous Donc, été ils demandent chacun pardon. président de la République. Selon vous, qu'ils viennent demander pardon et qu'ils viennent Ça va être annoncer leur retraite politique. Oui, ça, c'est mes espoirs. Monsieur Jean-Yves Bopieux, Très bien. merci beaucoup. En 15 secondes, vous serez candidat à la prochaine élection en 2025? Nous allons aviser le moment opportun. Pour Très l'instant, je ne peux pas vous... Vous exprimer sur cette question. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir, de vous retrouver surtout. On donne rendez-vous à nos téléspectateurs demain sur ce même plateau-là pour d'autres questions, d'autres débats et d'autres invités, toujours en rapport avec la vie de la nation. Même si, il faut le dire, nous ne sommes pas toujours conviés à des rencontres, parce que là, en ce moment, il y a certains rendez-vous qui se sont tenus. On aurait souhaité, on aurait aimé être là et participer à ces interviews-là. Mais bon, Nos questions peuvent déranger, mais c'est Voilà. pas grave. ils ont choisi autre chose. C'est la fin de ce temps qu'on vous retrouve demain. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire et à demain. demain.